Alors, je vais vous parler du 357 Senior. C'est une arme à feu, pas pour tuer les vieux, je vous rassure. C'est juste un moyen mémotechnique, 357, pour avoir quelques idées rapidement sur ce sujet. 3, parce qu'en fin de compte, il y a une sorte de 3 révolutions dans ce domaine-là. La première, c'est tout simplement le volume. Il n'y a jamais eu autant, alors on va les appeler les seniors, les silver, les vieux, ce qu'on voudra. En tout cas, il n'y en a jamais eu autant. À Deauville, en France, en Europe. D'ailleurs, longtemps, l'Europe, on l'appelait le vieux continent. Maintenant, c'est devenu un continent de vieux. Le un continent, vous l'entendez comme vous voulez, en un mot ou en deux mots. Ça, c'est voilà. Et puis, évidemment, dans le monde entier, partout, le vieillissement est une réalité. Je ne vais pas donner 50 000 chiffres, mais peut-être vous souvenez-vous, et évidemment, je ne souhaite absolument pas rentrer dans votre vie privée, mais peut-être vous souvenez-vous de votre nuit du 13 au 14 décembre 2015, vers 2h, 2h15 du matin. Il y en a qui s'en souviennent, hein, qui en éternuent même, tellement ils s'en souviennent. Ah. Eh bien, à ce moment-là précis, c'est le moment où, pour la première fois dans l'histoire de France, le nombre des plus de 60 ans a dépassé le nombre des moins de 20 ans. Et depuis, évidemment, ça se renforce. Donc, juste pour marquer combien on connaît une révolution silencieuse extrêmement forte, avec une augmentation croissante du nombre des plus âgés et relativement une diminution, je dis bien relativement, une diminution des plus jeunes. Ça, c'est la question du volume. Encore une fois, ça touche la France, ça touche l'Europe, ça touche le monde. D'ici à 2050, d'ici à 2020, on estime que dans le monde entier, le nombre des plus de 65 ans aura dépassé le nombre des moins de 5 ans. Juste pour vous montrer là aussi cette transformation. Ça, c'est la première révolution. Deuxième révolution, c'est celle de la longévité. Jamais on a vécu aussi longtemps et on continue de gagner du temps sur le temps. Depuis les années 60, on gagne à peu près 3 mois de vie par an. Donc, ce qui fait que tous les 4 ans, on gagne à peu près une année. Alors, de temps en temps, ça baisse. C'est assez rare. En 2003, avec la canicule. L'année dernière, avec des histoires de vaccins et tout ça. Mais globalement, voilà, on gagne une espérance de vie. Ce qui fait que, par exemple, on gagne à peu près 6 heures par jour. Donc, les journées, contrairement à ce qu'on vous raconte, ne font pas 24 heures. Elles font 30 heures. Donc, quand quelqu'un vous dit « j'ai pas eu le temps, les journées font 24 heures », vous pouvez lui dire que non. En fin de compte, il aurait pu travailler beaucoup plus parce qu'on gagne 6 heures de plus par jour. Ça, c'est la deuxième révolution, celle de la longévité qui concerne tout le monde. Les vieux, on peut toujours se dire c'est les autres. Vous savez, les gens souvent me demandent mais à quel âge on est vieux. J'ai d'ailleurs à ce propos-là une technique très simple. Quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui a 15 ans de plus que vous. Vous allez voir, ça marche tout le temps. Hein, voilà. Donc gardez-le, ça peut toujours servir. Voilà. Et donc la longévité, c'est beaucoup plus large. Un enfant est concerné par la longévité. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait qu'un enfant qui est né, donc un jeune né en 1970, pour une femme, a une chance sur 7 de vivre au-delà de 100 ans, par exemple. Et on sait que ces choses-là vont continuer à s'accroître. Si je reste juste sur les centenaires, parce que c'est toujours un marqueur, en 1950, il y avait 350 centenaires. Aujourd'hui, il y en a à peu près 21 000. En 2070, il y en aura entre 250 000 et 550 000. Donc pour ceux dont la clientèle est plutôt âgée, vous voyez, vous êtes tranquille, vos officines vont pouvoir se développer et tout ça sans grande difficulté. Et puis troisième révolution, c'est celle des êtres humains. C'est-à-dire que le senior d'aujourd'hui n'est pas le senior d'hier. Et donc, il ne faut pas le regarder comme s'il ressemblait à son père ou à son grand-père ou à sa mère ou à sa grand-mère. Non, ce n'est pas les mêmes. Ni physiquement, ni psychologiquement, ni dans les projets, ainsi de suite. Donc ça, c'était le 3 de mon revolver 357 senior. Le 5, c'est un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir. Et la silver economy, finalement, c'est fondé sur la découverte de ces éléments-là. Ah, il y a beaucoup plus de vieux. Ah, on peut peut-être leur vendre des choses, et ainsi de suite. Ah, ils ont peut-être des besoins, des demandes et autres. Eh bien, parfois, on peut aussi un petit peu se tromper sur la clientèle, sur le public. Donc, première chose, tous les vieux ne sont pas malades. Je suis désolé. Eh oui, voilà. Il y a à peu près 1 200 000 qui sont vraiment très mal en point. Les autres sont parfois avec des petites difficultés. Ils ne courent plus le 100 mètres nécessairement en 8 secondes. Mais vous savez aussi bien que moi que ceux qui ont couru le 100 mètres en 8 secondes ne seront jamais vieux. Ils seront partis avant parce que le dopage a des effets quand même assez mauvais sur l'espérance de vie. Donc, premier élément, tous les vieux ne sont pas malades et ils ne se considèrent pas comme malades, ils ne se vivent pas comme malades. Deuxième élément, tous les vieux, là aussi je suis désolé, tous les vieux ne sont pas riches. Ah oui, non mais les vieux c'est super, c'est des retraités, ils sont privilégiés et tout ça. Bah non, pas tous. Pension moyenne en France, c'est 1 300 € par mois. Pour les femmes, c'est 1 000 €. Ce que j'appelle d'ailleurs souvent là il y en a qui ne sont pas loin de la retraite, qui disent oh merde. C'est souvent ce que j'appelle aussi le syndrome dernier salaire, première pension. Aujourd'hui, les classes 4 supérieures et tout ça perdent à peu près 50 à 60%. Chez les travailleurs non salariés, ça peut être beaucoup plus. Chez les médecins, par exemple, tiens, au hasard, c'est plutôt une perte de à peu près, c'est pas énorme non plus, mais c'est à peu près 70%. Voilà. Donc, c'est histoire de mettre un peu d'ambiance et tout ça quand même. Donc voilà, donc tous les vieux ne sont pas riches. Troisième élément, tous les vieux ne sont pas geeks.
Il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres, mais c'est comme le reste des Français. Tout le monde n'a pas envie de passer sa vie sur une tablette, tout le monde n'a pas envie d'être nécessairement connecté, et tout le monde n'a pas envie d'avoir un petit collier, un peu un collier de chien, où on sait exactement où la personne est, si jamais elle s'est levée un peu trop tard, si elle n'a pas ouvert le frigo à la bonne heure et tout ça. Il y a des gens, c'est pas trop leur truc. Donc là aussi, attention à pas non plus se tromper par rapport à cela. Et puis, par ailleurs, tous les vieux sont pas vieux. Au sens de ils sont vraiment très vieux, complètement dépassés, ils ne s'intéressent plus à rien. Bah non, il y en a plein qui sont plutôt dans la vie sociale. D'ailleurs, le terme inactif qu'on utilise pour dire les retraités, par exemple, est assez bizarre parce qu'il y a beaucoup d'inactifs qui sont très très actifs. J'en connais même qui sont plus actifs que certains actifs. Voilà. Et par exemple, sans les retraités, le tissu associatif en France s'écroule. 80% des bénévoles actifs des associations sont des retraités. Entre autres parce qu'ils ont du temps, évidemment, mais aussi parce qu'ils ont des compétences, ainsi de suite. Puis parce que parfois, simplement, ils veulent aussi s'occuper. Donc là aussi, autre élément. Et puis, dernière chose, tous les vieux ne sont pas nécessairement totalement seuls. Tous les vieux ne sont pas vivre seuls, très très loin, ainsi de suite. Il y en a, il y a une proportion, surtout de femmes, qui, voilà, parce que vous le savez, les femmes, comme elles sont extrêmement feignantes, elles ont une espérance de vie beaucoup plus longue des hommes qui, comme vous le savez, travaillent énormément, s'occupent des tâches ménagères, et ainsi de suite. Et donc, ça les fatigue beaucoup, et donc, ils disparaissent plus tôt. Donc voilà, ce qui fait que plus on avance en âge, plus le ratio homme-femme est favorable aux hommes, puisqu'il y a de plus en plus de femmes et moins d'hommes, mais évidemment, c'est à des moments où on en profite peut-être un petit peu moins. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça s'organise. Ça, c'est le 5. Et puis le 7, c'est quelques options autour justement de la silver economy, qui concernent la santé ou qui ne concernent pas la santé. Le premier, un des éléments majeurs, c'est la question de l'adaptation du logement. Très majoritairement, les gens souhaitent vivre, et même mourir, chez eux. Alors si vous faites un sondage, par exemple, auprès des 18-24 ans, eh bien 0% des 18-24 ans souhaitent aller vivre en maison de retraite. C'est incroyable, hein. On fait quand même des sondages super intéressants. Voilà. Alors évidemment, quand on avance, c'est un peu moins, parce que quand les gens parfois sont seuls, parfois vont pas bien, ainsi de suite. Voilà. Mais quand même, globalement, l'adaptation du logement est un élément absolument majeur. Deuxième élément, la prévention, en particulier la prévention santé. La prévention santé, vous savez, en France, la prévention, c'est plutôt la révision des 10 000 km de la voiture. Eh bien, ça pourrait être un peu plus la prévention des êtres humains. En France, moins de 2% des budgets de santé vont vers la prévention. Et puis nordique, on est plutôt à 7, 8, 10%. Et l'enjeu, ça serait même d'aller bien au-delà. Donc les questions de prévention sont absolument centrales. Et un des éléments de la silver economy, c'est autour de ces choses-là. Et la prévention, elle peut aussi commencer, y compris à 80 ans. Il y a des personnes qui, bien accompagnées, sont en fin de compte en meilleure forme à 83 ans qu'elles ne l'étaient à 75, parce que simplement, en faisant plus attention à leur nutrition, en faisant de l'exercice de manière adaptée, ainsi de suite, retrouvent plus de capacité. Troisième axe de la silver economy qui peut vous intéresser, c'est tout simplement la question de la compensation. Il y a des pertes, ce qu'on appelle la perte d'autonomie, il y a des pertes de capacité physique. Par exemple, moi je suis un déficient capillaire, j'aurais pu compenser avec une perruque. Il y a des gens qui ont une déficience auditive, ils peuvent compenser avec un organe qui leur permet d'entendre mieux, ainsi de suite. Donc la compensation d'un certain nombre de déficits est assez aisée aujourd'hui. Évidemment, les déficits cognitifs sont plus difficiles. Les déficits intellectuels sont beaucoup plus difficiles. Mais après, pour les vieux, généralement, ça se termine dans des maisons de retraite type Alzheimer. Et pour les beaucoup plus jeunes, ça se termine dans la télé-réalité. On peut trouver à peu près deux espaces d'accueil selon l'âge. On n'a pas fait encore de télé-réalité dans les maisons de retraite, mais bon, c'est un sujet qui pourrait être intéressant. Quatrième, je ne sais plus si j'en suis à 4, mais ce n'est pas bien grave, tout ce qui est autour des services à la personne. C'est d'ailleurs là où il y a le plus de création d'emplois, c'est là où il y a le plus de besoins d'une certaine manière. Les gens vivent chez eux, ils ont besoin de services, mais même quand les gens vivent dans des lieux d'accueil, type maison de retraite, ils ont aussi besoin de services, de rapprochement, et ainsi de suite. Et par exemple, on voit se développer des systèmes ophtalmo qui vont vers les personnes, des systèmes de dentisterie qui vont vers les personnes, et ainsi de suite. Parce que parfois, les gens sont un peu éloignés, ont du mal à se déplacer, et donc c'est une des réponses possibles qui est en train de pas mal se développer. Cinquième, je dois être à 5, c'est tout ce qui est autour de la e-santé. La e-santé, évidemment, on essaie de ne pas oublier qu'il faut aussi un peu d'être humain, parce que sinon tout ne se règle pas comme ça, et que parfois, ne serait-ce que le lien avec la personne fait partie du soin, mais n'empêche que parfois la personne met 2 heures pour se rendre à une consultation, elle va dépenser plus
où la sécurité sociale va dépenser plus en termes de voitures, en termes de transport que pour la consultation. Donc évidemment, on peut se dire qu'il y a des systèmes où c'est un peu l'inverse, on va vers la personne avec des systèmes de télémédecine, sont extrêmement intéressants. C'est des choses qui sont en train de se développer, qui en plus ont des effets économiques assez intéressants, donc tout le monde s'y retrouve. Donc là aussi, c'est un secteur qui est appelé à énormément se développer et qui fait partie intégrante de la Silver Economy. Sixième balle, on pourrait dire, de mon 357 senior, ça serait tout ce qui est autour du loisir, du lien, de simplement être avec les autres, qui aussi participe très très directement. C'est la Silver Economy, c'est aussi de la santé, parce qu'on sait quand les gens sont en contact avec les autres, quand les gens rigolent un peu plus, quand les gens sont bien, eh bien ça éloigne aussi la survenue d'un certain nombre de maladies. Il y a même des études qui marquent aujourd'hui que des gens qui sont en contact régulier avec les autres, mais pas juste quand ils sont devenus très âgés, qui ont toujours été beaucoup plus en contact avec les autres, en moyenne éloignent de 10 ans la survenue de la maladie d'Alzheimer. Donc on a aussi tout intérêt à se fendre la gueule avec les autres, à rester en lien avec les autres. Tout ça permet d'éloigner quelque peu ce type de problématique. Et puis le dernier, essentiel, c'est autour de la sexualité. Parce que là aussi, ça fait partie de la Silver Economy. On trouve des solutions parfois médicamenteuses, on trouve des solutions techniques pour compenser aussi certaines pertes d'autonomie, mais on peut aussi trouver simplement des moyens pour que les gens se rencontrent plus souvent. Juste comme ça, en 10 ans, le taux de divorce post-retraite a augmenté de 41%. Alors, parfois, fort de l'expérience, on a compris, mais le taux de remariage a aussi augmenté de 20%. Donc il y en a un sur deux qui a compris, l'autre a moins bien compris, mais c'est comme ça. Voilà. Je terminerai là-dessus juste en disant, souvent j'entends, il faut faire pour les personnes. La Silver Economy, c'est surtout pas faire pour les vieux. Parce que les vieux, il faut leur demander si est-ce que c'est ce qu'ils veulent. Donc c'est plutôt de faire avec, et c'est même de faire par les seniors, parce qu'eux-mêmes sont capables de construire des projets, de co-construire des projets et de participer à cet engagement global. Je m'arrête là, j'ai dû tenir dans les temps.